Animateur, producteur, bien sûr, avis de recherche, porte-bonheur, le jeu de la vérité à tout cœur. Et puis l'invité en question à la radio en ce moment, Patrick Sabatier, bonjour. Bonjour Patrick. J'accueille un romancier en plus de tout ça maintenant. Un romancier, c'est quelqu'un qui a écrit l'histoire de sa famille et d'une façon romanesque, ça je préfère, parce que évidemment c'est basé sur des piliers de vérité, c'est une histoire incroyable que moi j'ai découverte sur le tard, mais découvrir un frère, ça se passe dans beaucoup de familles, Oui. mais la façon dont moi je l'ai découvert, donc je voulais parler d'Emma, l'héroïne de ce roman, qui est dans cette fiction romanesque, qui incarne ma mère, évidemment, et on va de sa naissance, une naissance terrible, puisqu'au moment où elle naît, eh bien, sa mère, sa propre mère, ma grand-mère, meurt, jusque donc de cette Italie à Rome en 1924 jusqu'à aujourd'hui. Et cette histoire familiale que j'ai découvert au fur et à mesure avec un secret. Et le secret, je le dévoile. Oui, oui, il faut le lire. Parce que Mais à la fin du livre, oui. Ça s'appelle La Lettre. Oui. Effectivement, et cette lettre, elle scande comme ça le roman au fur et à mesure. On en découvre comme ça au fur et à mesure. Elle se découvre cette lettre. Elle raconte toute cette saga romanesque, familiale absolument incroyable. Mais un destin de femme, c'est Emma. Oui. Alors, ce sont des personnages, mais on peut dire c'est votre mère, Patrick. Emma incarne Oui. ma mère, mais c'est un personnage. D'ailleurs, je n'ai pas écrit de biographie parce que je pense que ça aurait été trop compliqué, trop difficile, trop émouvant probablement. Donc j'ai voulu prendre une forme de distance avec la réalité. Et quand je dis que le livre est construit sur des piliers de vérité, c'est-à-dire que, évidemment, le fait de découvrir un frère est vrai. La vie d'Emma perturbée, c'est la vraie vie d'Emma. Cette femme qui naît en Italie, qui n'a plus sa mère, qui toute sa vie d'ailleurs se posera probablement, enfin, je me suis informé auprès de psychanalystes, aura la culpabilité de vivre, puisqu'au moment où elle est née, sa propre maman est morte. Donc, inconsciemment, pourquoi je suis là alors que ma mère ne l'est plus, et qui sera trimballée, on peut le dire comme ça, d'Italie en France, qui va très tôt se marier pour essayer de s'émanciper, parce que c'est une bouche à nourrir dans la famille française, donc il fallait bien qu'elle serve à quelque chose, peut-être trouver la protection d'un mari qui ne la protège pas vraiment, pas du tout, mais vraiment pas. Qui la frappe même. Qui la violente. Oui. Et donc, j'avais envie d'écrire ce livre pour dire à Emma que c'est bien que son histoire soit connue et qu'elle n'ait pas honte, parce que Emma, toute sa vie, elle a eu honte. Honte de... D'abord, le malheur était une chose assez banale, il fallait pas se plaindre. Et puis, honte d'avoir commis un adultère. Mais j'en dis pas plus. Oui. Mais je voulais la réhabiliter. Oui, mais c'est une femme absolument extraordinaire, parce qu'au fond, elle traverse, vous l'avez dit, Patrick, ce siècle, l'émigration. Mais vous vous rendez compte, Patrick, qu'on parle de 1924, on parle de l'Italie, et c'est la montée du fascisme. Oui. Nous sommes presque en 2024. Et qu'est-ce qui se passe en Italie ? 100 ans après, l'histoire recommence. Et quand je raconte ce qui s'est passé, parce que je me suis documenté au niveau historique, entre ce qui se passait en France, en Italie, dans les années 1924, 30, 35, 40, comment Emma, avec son mari, Roberto, et puis après mon père, Adrien, comment il traverse la guerre, comment ça se passe au quotidien, comment on vit l'amour et aussi la violence au quotidien pendant cette période trouble. Oui, j'ai voulu raconter tout ça. C'est formidable parce que ce livre, évidemment, c'est à la fois un suspense, un mystère, un secret qui va se dévoiler au fur et à mesure des pages. Et puis, un aller-retour dans le temps avec ce personnage qui, évidemment, on va dire, vous ressemble beaucoup, animateur de télévision, à succès, avec des titres d'émission, évidemment, qui ressemblent à celles que vous avez rendues très populaires, Patrick, et qui, quelque part, voit ce passé ressurgir. Enfin, Paul Saran, c'est le personnage qui me ressemble le plus. Il est animateur de télévision, c'est un des enfants d'Emma. Alors, j'ai créé des émissions comme Avis de recherche, comme Le jeu de la vérité. Quand on y pense après, là, j'étais à la recherche de la vérité dans ce roman. Je l'ai découvert donc par une lettre. J'ai toujours eu besoin, inconsciemment, de réunir les gens, de les rassembler, comme si je pensais inconsciemment qu'il manquait quelque chose dans ma famille. Oui. Et le jour où j'ai rencontré celui qui est mon frère, et que je lui ai présenté ma mère, donc notre mère. Vous savez, quand on frappe à la porte
chez quelqu'un qui est un étranger. On n'a jamais vécu ensemble, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu, et que la porte s'ouvre et qu'on entend quelqu'un d'autre que vous dire « Bonjour maman », qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors moi, j'ai choisi de m'écarter dans le roman, dans la vie aussi d'ailleurs, de les laisser se retrouver. Oui, mais derrière ça, vous disiez, Patrick, évidemment, on pense à vos émissions les plus célèbres, mais vous dites au fond, et votre personnage le dit, mais on sent que c'est vous aussi, qu'est-ce que je fais là, au fond, qu'est-ce qui m'arrive, moi, le fils d'un père qui était marchand de saison, qui me retrouve comme ça à côtoyer les plus grandes stars. Je n'ai pas eu le sentiment d'être un usurpateur, mais j'ai eu le sentiment d'être extrêmement privilégié et de me dire, est-ce que c'est vraiment ma place? Parce que rien ne me destinait à ça. Et d'être aux côtés de Delon, de Belmondo, de Ventura, des grands chanteurs, des comédiens, des sportifs, des politiques. Je me disais à chaque fois, mais à la fois, quel privilège tu as de les côtoyer, mais c'est incroyable, je n'y ai jamais cru. Et même jusqu'à aujourd'hui, quand je fais la promotion de ce livre et que je vais dans toutes les chaînes de télévision, dans toutes les chaînes de radio, et qu'on me reçoit et qu'on me parle de toute cette période, de toutes ces émissions, je les ai fait instinctivement. J'ai rencontré des gens spontanément. Nous nous sommes parlé d'égal à égal, mais Paul Sarran dans le livre, moi dans la vie, il se rend bien compte que les stars, c'est pas l'animateur. Il sait bien qu'elles peuvent vivre sans moi, et moi pas sans elles. Donc à chaque fois, Paul Sarran a envie de rester à sa place. Il se dit, je vais pas trop loin. C'est Johnny, c'est Bardot, c'est Delon, c'est Belmondo, c'est Ventura. Oui, c'est Coluche. On va le retrouver Coluche, dans le jeu de la vérité. Coluche est à la fin du livre, oui. Ouais. Coluche, c'est le jeu de la vérité à Cannes. C'est presque à la fin du livre quand on va connaître ce secret. Et c'est un des moments les plus incroyables de ma vie, de notre vie. Ça a marqué toute une génération. Ouais. J'aurais aimé que Coluche soit là pour le lire. Ouais, ouais. Alors, il y a Pavarotti qui chante dans ce livre. Pavarotti, c'est un cadeau d'anniversaire. Ouais. Je suis à RTL depuis de nombreuses années et on offre à Paul Sarran la possibilité d'interviewer qui il veut. Moi, je suis fou d'opéra. Et alors, je dis, oh, Pavarotti. Pavarotti? Oh, bah oui, mais je pense que c'est pas possible. On verra. Et un jour J, une émission surprise, on me dit ce matin, je faisais la tranche de 8h30 à 11h, ton invité c'est Luciano Pavarotti. Et là, évidemment, je l'interviewe, comme j'en ai interviewé beaucoup d'autres, et en même temps, je suis sidéré. Sidéré d'ailleurs par la corpulence, par la puissance et par la gentillesse. Et aussi, on parle. Et on s'aperçoit que nos vies, que nos parents, que là d'où on vient, c'est pareil, c'est le même endroit, c'est la même mentalité. Et je me retrouve un point commun avec la star des stars. Et il me raccompagne à la sortie de la station, plus que lui que moi d'ailleurs, alors j'étais chez moi, et fait la bise, et puis il me dit, on se verra bientôt, très bientôt. Ouais. Et il a tenu parole. Ouais. Ce qui est incroyable, comme Delon, d'ailleurs, qui tient parole dans le livre. Ouais. Extraordinaire passage. Vous rencontrez Johnny. Paul Sarran rencontre Johnny à la Lorada, à Saint-Tropez. La solitude du personnage. Johnny quand il est seul, tous ceux qui l'ont interviewé savent que quand il est seul, il est extrêmement différent. Il est seul, il est triste, il est morose, pas tellement, mais il est penseur. Et puis tout d'un coup, le spectacle va commencer, on l'habille, il se met de l'huile comme ça sur les bras, il devient une bête de scène. La scène est là, le spectacle commence, et la personne que vous avez vue il y a 1 heure est tout autre. Il s'est transformé, il est Johnny. Ouais. Bardot. Alors là, Bardot. chez elle, il y a une scène, c'est le début du livre. Quand elle vous amène dans sa chambre, il se passe rien. Il se passe rien, on va dire, hein, Patrick. Elle m'amène dans sa maison. Oui. Et elle me fait visiter sa maison, la Madrague, à Saint-Tropez. Je suis là, pas seul d'ailleurs, avec le réalisateur pour préparer une émission, et je me rends bien compte que je suis chez Bardot. Bardot, sex symbole universel, femme absolument sublime. Et à un moment donné, elle dit, ma maison, c'est la maison des animaux.
venez. Et on passe de pièce en pièce et on arrive, on traverse sa chambre. Et là, je ne sais pas ce qui m'a pris, je le regrette d'ailleurs, excusez-moi Madame Bardot, si vous regardez cette émission, en voyant le lit, je fais, alors c'est là. Mais quel toupet, quel culot, quelle indécence de ma part. Je le regrette, mais en même temps, il faut que je me fasse pardonner. Et elle me dit, là quoi? Bah, moi, je me rends compte que Bardot, quand même, a eu plusieurs amants et plusieurs hommes, et pas des moindres, qui sont tombés amoureux d'elle. Et je me dis, alors donc c'est là? Et elle me sourit, parce qu'elle a compris ce que je voulais dire, et puis on continue. Mais c'est rien, évidemment, rien passé. Ni elle, ni moi n'y avons pensé. Ouais. On croise Bruel, qui va créer pour vous et dans votre émission l'une de ses chansons les plus célèbres, hein. Patrick, c'est incroyable. Et à chaque fois, ce personnage se dit, au fond, qu'est-ce qui m'arrive, au fond? Johnny, qu'est-ce que je fous là? Vous savez, moi j'ai été élevé dans le monde du silence, Ouais. parce que le secret. Te fais pas remarquer, Voilà. disait votre mère, c'est ça? Pendant très longtemps, j'ai animé une émission RTL à 8h30, pendant de très nombreuses années, et j'allais le dimanche de temps en temps voir mes parents pour le déjeuner familial du dimanche. Et je partais assez tôt parce que je devais préparer mes émissions de la semaine à la télévision, le dimanche après-midi. Et au moment de partir, moi je faisais la tranche 8h30, 11h, mes parents me disaient toujours, soit l'un, soit l'autre d'ailleurs, fais attention, hein, n'arrive pas en retard. Il me donnait un conseil pour ne pas arriver en retard à la radio. Mais pourquoi il me disait ça? Parce qu'il ne fallait pas se faire remarquer. Il fallait travailler, il fallait bien faire son travail. Et quand j'ai été très célèbre, ça ne les a pas du tout impressionnés. Ils voulaient simplement que je le mérite. Ouais. Et donc toute la vie, j'ai été élevé dans mérite ce que tu as, respecte les gens, le public, les gens qui me demandaient des autographes, etc. Quelquefois, on est un petit peu fatigué, on ne les fait pas tous. Et je leur racontais ça. Mais je me faisais, ça va pas, Tu dois respecter les gens qui te regardent. Je disais, oui, mais il est 23h30, je termine la télévision. Et on me donnait des leçons. J'ai été élevé là-dedans. Ouais. Et toujours, au fond de vous, Patrick, ce gamin, quoi, pas dire, mais qui voyait Maurice Favière en passant devant le bâtiment de la radio, l'animateur le plus célèbre de l'époque, et qui se disait, un jour je serai là. Un jour, j'irai là-dedans. Mon père me laissait, il allait aux Halles, puisqu'il était marchand des 4 saisons. Il allait donc acheter la marchandise aux Halles de Paris, à l'époque. Je restais rue Bayard, je regardais, il y avait des écrans de télévision qui me montraient la matinale, Maurice Favière qui l'animait. Assez facilement, après plusieurs mois, on m'a fait rentrer, le gardien a eu pitié de moi, le gardien de nuit, il m'a fait rentrer dans les studios. J'ai connu Maurice Favière, il m'a beaucoup aidé, il me faisait répéter des publicités. Et alors, quand je suis entré à RTL, 10 ans après, le directeur de l'époque, dont je parle dans le livre, qui s'appelle Roger Crécher, me dit, est-ce que vous êtes matinal? Ben oui, bien sûr, je suis matinal. J'étais habitué à me lever tôt avec mon père. Ben vous allez remplacer Maurice Favière pendant ses vacances. Et le premier poste que j'occupais, c'est celui de Maurice. Ouais, des passages incroyables dans un jardin à Paris, avec un artiste qui est Marc Lavoine, formidable. Et au fond, quelque part, qui va susciter ce qui va se passer aussi dans le livre, une réflexion profonde, en regardant les monuments de Paris, en s'interrogeant, en citant des écrivains célèbres. Et peut-être comme ça, la trame de ce qui arrive dans ce livre démarre comme ça. Oui, mais ça, je ne veux pas en dire davantage. Ouais. C'était le jardin des plantes. C'est là que on commence à savoir pas mal de choses. Mais je n'en dirai pas plus là maintenant. Ouais. Mais c'est vrai que Marc, qui faisait un ampex, comme on dit pour une de mes émissions, je demande à la programmatrice, je dis, mais où il est Marc? On me dit, au jardin des plantes. Ah bon? Il tourne au jardin des plantes pour nous? Oui, j'ai dit, j'y vais. Et là, évidemment, les échanges que j'ai avec lui sont très importants, parce que ce jardin, c'est le jardin de mon enfance. Ouais. L'Italie, la mort de Puccini, Tosca, ça résonne en vous tout ça, Patrick? Ah oui, le 10 novembre 1924. Il n'y a pas que ma grand-mère c'est quand même incroyable, hein, quand je pense que mon grand-père est parti avec sa femme pour donner naissance à sa fille et qu'il sort avec un bébé mais sans la maman. C'est pas bien normal tout ça, non? Alors c'était à l'époque, c'était comme ça. Aujourd'hui, on l'aurait sauvé. Ouais. Probablement. Et ce 10 novembre 1924, ma grand-mère n'est pas là, elle n'est plus là, mais Puccini non plus.
Et puis peut-être un jour, quelqu'un viendrait voir cet animateur très connu comme ça, et lui amener peut-être autre chose qu'une lettre de fan, quelque chose qui l'amènerait ailleurs, changerait, bouleverserait sa vie. C'est formidable parce qu'au fond, on se dit qu'au fond tout ça doit être vrai, Patrick, tout ce qui est dans ce livre doit être vrai. Mais c'est en même temps tellement romanesque. C'est la vie qui est romanesque. Alors, la vie, elle est romanesque, mais la vie d'Emma ne l'a pas été. Et j'espère que Paul Saran lui a apporté un petit peu de douceur. En tout cas, à chaque fois que Paul Saran faisait une émission de télévision, il appelait Emma après pour lui demander si c'était bien. C'est vous dire qu'il avait besoin de son appréciation, elle qui n'en a jamais eu autour d'elle, parce qu'on ne l'a pas guidée. Elle n'a pas eu quelqu'un pour lui montrer le chemin, ni mère, très vite, ni père, ni mari. Ce livre, je ne l'aurais pas été écrit si Emma était là, mais je suis content de l'avoir fait, parce que là où elle est, je pense qu'elle doit être contente de le lire. Oui, oui, mais il y a au-delà, il y a une volonté de dire, parce que les secrets, il faut les briser, les secrets. Les secrets des femmes, il faut les briser, que les femmes ne se laissent plus jamais faire, ne se laissent plus... Alors, ça va de mieux en mieux, mais le chemin est encore long. Donc, à travers Emma, je voulais aussi écrire pour les femmes qui se taisent et qui ne doivent pas se taire. Oui, dont on entend aujourd'hui des affaires, des violences, des viols, dans tous les milieux, y compris à la télévision, hein. Écoutez, moi je ne parle pas de cas particuliers, je parle d'une façon de se conduire dans la vie. Il y a des choses qui sont inadmissibles, inacceptables et inexcusables. On doit au public ce que vous avez toujours été, Patrick. C'est-à-dire, au fond, de leur donner ce bonheur, ces moments heureux. Mais j'en ai pris tellement de bonheur. Vous savez, très souvent, là, on me dit « Oh, je vous regardais, j'étais en pyjama. Oh, je vous regardais, j'avais 12 ans. Oh, je vous regardais, j'étais au service militaire. » Et moi, je dis « Mais merci de me dire ça. Parce que c'est grâce à vous que j'ai fait la carrière que j'ai faite. C'est grâce à vous, vous qui me regardiez, que j'ai pu dire au patron « Tiens, je voudrais faire une émission qui s'appelle Le Jeu de la Vérité. » Parce que je savais que vous étiez là, derrière moi. Et à chaque fois que je lançais une émission, à chaque fois, j'avais peur que vous ne soyez pas là. Donc quand aujourd'hui, après plus de 45 ans de télévision et de radio, on me dit « Je vous ai connu là, j'ai fait partie de la vie des Français, mais vous avez fait partie de la mienne. C'est vous qui m'avez porté là. » Et c'est ce que... Ce livre, c'est en même temps, quand je raconte les histoires de télévision, puis l'histoire d'Emma, puis de l'Italie, puis de la France, sur à peu près un siècle, c'est de vous dire « Mais merci. La boucle est bouclée. Je viens vous dire merci. » Oui. On voyait tout à l'heure des unes de magazines. Vous avez été en couverture partout, Patrick. Star, qu'est-ce que c'est être comme ça, number one, comme on dirait aujourd'hui. Oh là là. Quand vous regardez ces couvertures. Alors déjà, je les regarde très peu, et il faut que je vienne chez vous, Patrick, pour les voir. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Je vais vous dire une chose un peu bizarre, mais la célébrité ne m'a jamais vraiment attiré. Évidemment, je l'ai vécu avec plaisir, hein. J'ai pas du tout été frustré. Mais j'ai jamais fait un truc en me disant tiens, je vais devenir célèbre. Enfin, c'était pas l'idée. J'ai toujours fait les choses parce que la chance que j'ai eue, c'est que j'ai imaginé, produit et animé des émissions qui ont rencontré le succès, que je n'ai jamais acheté un concept à l'étranger, mais j'ai passé mon temps comme un artisan à écrire sur des feuilles de papier des idées, à jeter ces feuilles de papier dans une poubelle pleine de mauvaises idées, puis un jour dire « Ah tiens, celle-ci, j'y crois », puis de la proposer. J'ai l'habitude de dire aujourd'hui qu'on n'a pas vraiment du talent. Le talent, c'est la personne qui croit en vous qui en a. Et moi, j'ai rencontré des gens qui, que ce soit à la radio ou à la télévision, ont cru en moi, ont cru en mes idées. Parce qu'au départ, une idée, on est devant quelqu'un comme vous, un patron, et puis on dit, bah voilà, je voudrais faire une émission, on va retrouver des copains, il va y avoir une vedette, ça va s'appeler comme ça, etc. Et la personne qui est en face de vous, elle vous regarde, et vous êtes un ovni quand on raconte ça. Et puis tout d'un coup, plus ou moins, mais moi, plus que moins, allez-y, montrez-nous. Mais beaucoup de personnes doivent avoir de bonnes idées et n'ont pas eu accès, comme moi. Et à chaque fois que j'avais une idée, je me disais,
faut que je la mette sur l'antenne. C'était le cas de... J'ai arrêté la vie de recherche pour le jeu de la vérité, le porte-bonheur, tout ça à la une. La seule idée que je n'ai pas produite, c'est mot de passe. Et je me suis engagé sur 3 mois. Je l'ai fait 9 ans. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, on me dit, mais alors, la télévision, ça vous intéresse ? Je dis, attendez, c'est pas là la question. C'est, si j'ai une bonne idée, j'irai la défendre. Mais pour l'instant, j'accompagne le livre. Mais quand je suis à Europe 1 aujourd'hui, je suis à Europe 1 pour 2 raisons. D'une part, parce qu'on me l'a proposé. Et puis parce que quand j'ai commencé à Europe 1, et d'ailleurs c'est dans le livre, et il y a une dame qui m'a dit « Ah, c'est vous la voix que j'entends dans les couloirs ?» C'était un samedi après-midi. Je dis « Bah oui, j'étais un peu fragile, un peu fébrile. Oui, oui, madame. » Et on appuie sur le bouton d'ordre de la régie. Je le dis aux spectateurs et aux téléspectateurs, c'est-à-dire que nous, on ne voit pas ce qui se passe en régie. Quand on est à la radio, on entend simplement le son. Et j'entends, avec cette voix-là, vous ne ferez jamais carrière. Moi, je suis sorti de repas, j'ai pleuré. C'était terminé pour moi. J'avais 22, 23 ans, c'était terminé. Et quand Europe 1 m'a proposé, il y a 1 an et demi, de venir faire de la radio, j'avais décidé de ne plus en faire. J'avais dit, oh non, ça fait 28 ans que j'ai fait de la radio RTL aux meilleures heures. Non. Et puis d'un coup, j'ai pensé à cette dame. Et j'ai dit, si, on va boucler la boucle. Ouais. Alors ce livre aussi, on boucle la boucle. Je dis à Emma, je dis à Adrien, vous avez été formidables. Vous vous êtes tus. Vous avez voulu de la discrétion. Vous avez voulu passer inaperçu. Vous avez souvent eu honte. Fallait pas. Et moi, je suis là pour vous dire, vous avez été formidable. Oui. Ça pourrait être une titre d'une émission. Tiens, vous avez été formidable. Ça a été fait par Bellemare. Mais je pense à une émission où vos parents étaient venus sur le plateau. La vie de recherche. Très discret, très timide, ému, évidemment, par votre succès, ému d'être là. Il n'y a pas de larmes, il n'y a pas... On est pudique. C'est vrai, hein ? Ils ont été... oui, ils étaient formidables d'être... Vous ne voulez pas se montrer. Il a fallu, je crois, beaucoup assister autour de moi pour les faire venir. Mais oui, ça se passe en juin 1990. C'est la dernière émission de la vie de recherche. Je crois que je fais l'émission, puis en l'été, on en prépare une autre. Et j'assiste un peu déconcerté, décontenancé à ce qui est à la fois formidable et en même temps impudique. Tous mes proches qui sont là pour me dire leur gentillesse. C'est l'émission la plus belle que j'ai faite parce que c'est pas une émission de moi et c'est peut-être l'émission que je veux jamais regarder. On a besoin de ça. On a besoin d'amour, Patrick. On a besoin de... La télé aussi doit servir à ça. Dans une époque terrible, on en parlait tout à l'heure, on a besoin aussi de retrouver peut-être ce qui a fait la patte de Patrick Sabatier. Je crois que la télévision, moi je la regarde beaucoup aujourd'hui, elle est riche, on y trouve beaucoup de choses et celui qui a envie de passer une bonne journée à la télévision, il y passe une bonne journée, il y a beaucoup de chaînes qui proposent de bons programmes. J'ai eu la chance, moi, d'être dans une télévision où à un moment donné, le divertissement avait une grande place, il l'a un peu moins aujourd'hui, mais vous savez, ce sont des choses qui viennent, qui partent et qui reviennent. Je crois à la bienveillance. Je crois à la chaleur humaine. Je crois plus aux choses qui nous rassemblent qu'aux choses qui nous divisent. Et que les émissions qui font parler d'elles parce qu'elles font s'opposer les uns aux autres, pourquoi pas ? C'est un style. Ça se regarde, ça fait le buzz, Ouais. mais c'est pas le bien. Ouais. Oui, il y a eu aussi de la méchanceté contre ce style d'émission. Il y a eu aussi des attaques, de l'ironie. Sur mes émissions à moi sur cette façon de faire de la Vous télévision. savez, moi j'ai une philosophie. Ouais. Hein. Elle m'a sauvé cette philosophie. Je fais attention au bien et j'essaie d'ignorer le mal. Donc moi je ne lis pas trop ce qu'on a pu dire sur les émissions. Je regardais les audiences, 15, 16, 17, 18 millions de téléspectateurs. Je regardais la satisfaction des invités qui après... Vous savez, aujourd'hui, j'ai une émission à Europe 1, ça s'appelle L'invité en question. Pour la plupart, j'invite des gens que je connais et puis d'autres que je découvre. Mais tous ceux avec lesquels j'ai travaillé ne sont jamais pleins. Et ça, c'est ma grande victoire. C'est-à-dire que je peux rencontrer sur la route
toutes les invités, célébrités, femmes, hommes, comédiens, sportifs, politiques, chanteurs, sans changer de trottoir. Donc je me dis que j'ai fait mon travail honnêtement. Et ça aurait fait plaisir d'ailleurs à Adrien et à Emma, parce que c'est ça qu'ils m'ont appris. Sois honnête, fais ton travail. Et Emma, elle n'a voulu qu'une seule chose, s'intégrer, elle qui était italienne, immigrée italienne, dans les valeurs de la République en France. Adrien également, ne pas se faire remarquer, être bien, être de bons élèves. Et on m'a appris à être un bon élève. Je trouve que c'est déjà formidable d'être bien élevé. Merci. Merci Patrick. On aurait presque envie d'entendre un générique comme ça, qui nous dise, tiens, on va regarder une émission présentée par Patrick Sabatier. Et on sait, en entendant ce générique, cette musique, qu'on va passer un moment où on va oublier ses soucis, où on va être bien. Et c'est ça, finalement, la plus belle des récompenses, peut-être, je sais pas. C'est gentil C'est à le vous. public, c'est le public qui vous dit, waouh, vous nous avez rendu heureux, tout simplement. C'est peut-être ça, non? Le public m'a rendu heureux et avant une émission, puisque nous faisions des émissions souvent en direct le vendredi à 20h30, avant j'étais empressé de la faire parce que je savais ce que j'allais y mettre et ce que j'allais donc partager. Et après j'étais épuisé parce que c'est épuisant quand on se donne. Et en même temps, la seule chose à laquelle je pensais, c'était à la prochaine. Ah, on attend la prochaine. Merci. Patrick Sabatier, La Lettre, une saga familiale bouleversante publiée aux éditions du Rocher. C'est un livre absolument formidable dont on attend l'adaptation évidente. Hein. Je crois que c'est Amélie Nothomb qui vous a dit, mais c'est une fiction. Et comment vous savez ça? Je sais tout. Elle a trouvé le livre formidable, Amélie Nothomb. Oui. Et elle dit, on a l'impression qu'on va voir un film. Oui, ben, je l'ai un peu construit comme ça, puisque moi, je ne suis pas écrivain de profession. Donc, je défilais des images. Je vous parlais de Rome, je vous parlais des années 30, 40, la guerre, et puis après la télévision, et puis la lettre. Enfin, tout ça, c'était des images. Et donc, oui, c'est vrai, il n'a pas été fait pour, mais maintenant, il devient une fiction. La fiction de la vie. Ah ouais, la vraie vie. Merci Patrick Sabatier. Merci, Patrick. Ça s'appelle La Lettre. Lisez, c'est formidable. Merci beaucoup Patrick. Merci à vous.